les habitudes d'Issa et sa famille. L'espace exigu, une pièce en colocation à Jningeto, un quartier marginalisé d'Oran, a obligé le père à ne plus rester à la maison pendant le jour, à ne plus avoir de contact avec ses enfants, à devenir un étranger pour eux. Ne rentrant que tard la nuit, le dos brisé par son travail d'ouvrier, quand il arrive aux enfants de le voir, rentrant le soir, il est déjà perclus et affreux, ne cherchant que son coin pour dormir. Le matin, quand je me réveillais, il était parti. Le soir, lorsqu'il rentrait, je dormais. Je ne le voyais plus, il me manquait. La vie devient donc un monstre qui marginalise et qui isole sa proie pour s'emparer d'elle, la malmener à sa guise. Même les personnages secondaires souffrent de cet individualisme qui sévit dans les villes. La mère du narrateur dans Différent, qui a l'habitude de rencontrer les voisines presque chaque jour l'après-midi et d'être au courant de tout ce qui se passe chez les familles, se trouve à un moment donné dissociée du monde des autres, réduite à elle-même dans une indifférence totale. La solitude l'arrange et accélère le processus de vieillissement. Elle devient comme un oiseau qu'on garde dans une cage d'or, mais qui reste toujours nostalgique à la vie dans les airs, à la liberté qui permettait à ses ailes de se renforcer et de grandir. Le narrateur, en parlant de sa mère dans la vie, dit « C'est vrai, ma mère s'affaiblissait. On aurait dit que le vieillissement guettait ces moments de solitude pour l'attaquer en proie, isolée. Elle se rapetit et sa peau se fripait. Elle déclinait à vue d'œil. » Fin de citation. Pour parler des changements de rapports sociaux et du bon voisinage qui se trouvent, ou bien qui ne trouvent pas d'écho dans la vie, la mère dit « Mes anciennes voisines me manquaient. Les bavardages, les entraides au sein du douar. Ici, les femmes de l'immeuble n'échangent même pas un bonjour ou à peine. Ils foncent droit devant elles, comme si elles avaient peur des regards des autres. Aucune prévenance. Quel voisinage! La ville devient pour ces campagnards qui s'y transplantent une malédiction, un bourbier qui les absorbe par petits glissements. Ils ne sont plus maîtres de leur destin, tout se joue à leur insu. Loin de leur volonté, Younis, le personnage principal, protagoniste de Ce que le jour doit la nuit, dit à ce propos, la ville, les villes sont maudites. La baraka des ancêtres n'y est pas court. Ceux qui se sont hasardés là-bas n'en sont jamais revenus. Les fins de deux romans se ressemblent étonnamment. C'est la chute fracassante des deux pères de famille, et ce, par le témoignage de leur fils. Le père d'Issa, qui, avant d'échouer sur les rivages de la ville, était un homme d'une rigueur exemplaire, d'une honnêteté de toute épreuve, un homme sévère et intègre, fini comme une épave. Le videur d'un bar le jette comme une chose indésirable parce qu'il importune les clients. Malheureusement, une fois, il tombe devant son fils qui accompagnait son amie française, qui est submergé de honte, mais ivre-mort, confondu, ne trouve ni les mots, ni la force pour les dire. Je cite l'auteur. Mon père, qui était capable de soulever les montagnes, de mettre à genoux les incertitudes, de tordre le cou au destin, il était là, à mes pieds, sur le trottoir, le visage tuméfié, les commissures des lèvres dégoulinantes de bave, le bleu des yeux, aussi tragique que bleu, sur sa figure, une épave, une loque, une tragédie. Fin de citation. Cette fin n'est pas très différente de celle du roman Différent, lorsque Aziz, le fils du personnage principal, trouve un père consommé et consumé par la vie. En effet, en goûtant au plaisir de la chair dans la ville et en les trouvant très facilement, ce malheureux père boit jusqu'à l'ali sans verre. Il brûle son argent dans la débauche et rentre bredouille. Le dernier état dans lequel le trouve son fils est expressif. Ce n'est plus l'homme que je connaissais. Sa barbe grise mange son visage au blafard et ses yeux enfoncés semblent vitreux. Cet homme a fendu comme un feu de paille. Pour clore, nous pouvons dire que dans ces deux formes romanesques, le destin des personnages principaux se heurte au roc de la société à travers une intrigue mouvementée et dans laquelle la ville, aux repères multiples, semble un fond de toile. La ville a constitué dans ces deux œuvres un lieu
qui a concouru à un chamboulement dans les habitudes d'une communauté qui, sans le vouloir, s'est départie d'un quotidien longuement imprégné et acclimaté de traditions et de pratiques ancestrales. Entre ville de rêve et réalité, ces deux romans montrent à quel point les représentations qu'on a du monde urbain, reconnu comme un haut lieu de liberté, peuvent quelquefois induire dans l'erreur. Je vous remercie. À nous de vous remercier, professeur Khadija Eliakoubi, pour cette belle contribution. Il jette la lumière sur deux romans nord-africains d'expression française, à savoir le roman de Yasmina Khadra, Ce que le jour voit à la nuit, et le roman de Moulay Sitek, belge, différent. Là aussi, la ville est dépeinte comme un espace négatif, inhibiteur. La ville devient un miroir aux alouettes pour ces campagnards qui abandonnent tout pour un rêve qui se voit vite désenchanté. La ville devient un bourbier, des sables mouvants dans lesquels donc ces personnages se trouvent englués. Voilà pour ce qui est donc sommairement de la très belle contribution de notre cher collègue. Et permettez-moi, chers auditeurs, de faire un geste rétroactif et de revenir vers professeur Moulay Touba. Parce que j'ai oublié de mentionner qu'il avait commencé par rendre hommage à la faculté de Mohamedia, qu'il a nommée la Petite Andalousie. Et il a aussi congratulé son étudiante, sa chère étudiante, brillante, professeur Mina Agla, donc qui maintenant, c'est de belles retrouvailles en fait, qui m'émeuvent personnellement. Aujourd'hui, Mina Agla est assise aux côtés de son ancien professeur. Et à mon tour de congratuler et de rendre hommage à mon ancien professeur, professeur Jalila Sbehri, professeur de langue et de littérature anglaise, ici à la faculté de Mohamedia, au département d'anglais. Professeur Jalila Sbehri ne se contente pas d'être une femme universitaire, mais elle est rayonnante dans d'autres domaines tels que la politique et le domaine associatif. Donc elle a une riche expérience qu'il va certainement intégrer dans son analyse, qui sera d'une maturité sans égale. Voilà donc, professeur Sbehri, le titre de sa communication est The City as Setting and Symbol in Modernist English Literature, la ville comme décor et comme symbole dans la littérature moderniste anglaise. À vous la parole, cher professeur. Bonjour tout le monde. Je commence par remercier le comité d'organisation de cette belle rencontre, ce colloque international qui a beaucoup de mérite, dont les impacts seront ressentis dans les jours qui viendront. Je remercie le laboratoire qui est présidé par professeur Ahmed Touba, notre cher collègue, qu'on connaît depuis presque 30 ans là, depuis qu'on a été dans cette belle faculté, comme il vient de le mentionner. Donc je remercie son laboratoire, le laboratoire qu'il préside, pour m'avoir accepté, parce que personnellement j'appartiens à un autre laboratoire. Là je suis une invitée, j'espère que ma contribution porterait quelque chose de beau, d'intéressant, de stimulant, aussi bien aux participants qu'au public ouvert. Le titre de ma contribution, je commencerai par le français, puis donc pour faciliter la tâche, à Madame la présidente de cette session, professeur Ilham Jdoubi, qui en fait était l'un de nos étudiants les plus brillants,
qui a quitté pour terminer ses études doctorales et qui est revenu, qui est là parmi nous et qui a toujours été la bienvenue. J'en suis vraiment honorée d'être là avec des professeurs et leurs apprentis, leurs étudiants. Okay, ça nous honore. Surtout qu'ils sont de ces niveaux-là. On n'a qu'à les applaudir en fait. Je suis désolée si mon intervention va être en anglais. C'est seulement par respect à mon département, à ma spécialité. J'ai l'habitude d'intervenir en arabe et en français. Je ferai de mon mieux pour traduire les idées majeures en français, mais mon intervention sera majoritairement en anglais. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. The title of my paper today within this very interesting international conference will be The City as Setting and Symbol in Modernist English Literature. I mean by English literature not only British literature, but I will include even American literature, because when we say English, it includes both British and American. The approach, since we have many very serious, very competent participants in this international meeting, I will start by exposing my method, the approach that I'm adopting for this very modest presentation. So my approach will be both literary and historical. So I'll not be analyzing texts as such for themselves, but I'll try to mix up the methodology, two methods, the literary as well as the purely historical. For the sake of just showing you that space or the setting as a city, that British and American authors, like others in other continents and in other civilizations, have used this space both as a setting for their literary works as well as symbols and motifs. So it is as the setting, the space where the novels, the short stories, or the plays are set, or as motifs, symbols, reflecting values, reflecting norms, okay, which characterize specific historical eras and specific societies. I am very influenced by the Russian formalists, les formalistes Russes, by the Russian formalists, and I pick up from them that concept of defamiliarization. And we have to understand that would clarify us in tracing the relationship between literary authors and space, the city especially. So the way they portray for us these spaces, these cities, these physical places is within that context. So it is portrayed, it is represented through their sensations, feelings, emotions, and very, very personal experiences, okay? It's not really directly that physical, but it is through their undergone experiences, through their impressions that they have of those spaces, those cities, that we have that image of specific spaces. So that's the first thing I wanted to specify here. So when the setting is a space, it is scenic. When it is symbolic, it is motifs, it is impressions, it is values. And you will see throughout my historical, if you review of literature that is a little bit limited, you will see that I'll be insisting on identity. Where is identity in all that? Why insist all the time to link ourselves, our identity, to associate our identities with the physical space? Why? Why especially the city? In my title, you see modernist literature, and there is that link between modernity and modernism. I quote here Catherine Mullen in her Cities in Modernist Literature in 2016, where she writes that the alienated modernist setting
is a product of the city, of the big cities, more than of the countryside or small towns. And in this, she stresses that in modernist literature, people have the tendency to remove from the rural sphere, the rural atmosphere, rural values towards, meaning urban values of big cities. And in that there is that modernity. And this is not something new in British literature, for example. It's something that goes back to the mid-19th century, with an author such as Charles Dickens, for example. The realist Charles Dickens, whom we know, is someone who was known for for the realism he reflected on fiction, and for some of the topics that were really realistic and reflecting certain truths about British society during the era of industrialism. Okay, I will recall here two of his novels, Hard Times and Great Expectations. Okay, Hard Times is set in Coketown, okay, where he seems to have been born and educated. And in Hard Time, he reflects all aspects of decay in British society: loss, depression, social decay, and moral decay. All is embodied in that novel that incarnates that society of the mid-19th century. Then in Great Expectations, I hope you'll have curiosity to read some of these very nice masterpieces of British, in world literature, by the way. In Great Expectations also published, yes, great. So Hard Times, I get lost in my notes, it seems. Yes, Hard Times was set in Coketown, and Great Expectations also. And through Great Expectations, he incarnates for us the protagonist, who is a child called Pip, who reflects the decay, the deterioration that education and all social organization were undergoing during that specific time of the mid-19th century. And it seems that because it's Charles Dickens started by emphasizing the value of capitals, big cities, okay, known for some socio-economic and even political aspects. When I say then I go to modernist literature, very quickly, not to give you a chance to discuss with us what we are exposing to you, I will go to a list of some British authors who introduced, meaning capitals, meaning major cities, as settings or motives, as I say, for their fiction. I start by Joseph Conrad, who was a modernist author, British author, and whose novel The Secret was published in 1907. In 1907, and then I go to James Joyce, who's very famous for his Dubliners, the Dubliners, and Dubliners, it refers to Dublin. You see that the big impact of Dublin, which is the capital, you know, of Ireland, it is introduced immediately from the title, and this was published in 1915, followed later on by the portrait of the artist as a young man. I graduated, you know, in 1985, and we were taught that novel, and I've never lost that satisfaction and joy that I really undergo each time I refer back to that big masterpiece that is James Joyce's The Portrait
of the artist as a young man, translated into at least 30 languages, okay, in the world. I go then to, try to tolerate me in this trip, in this journey through British and American literature. From that, I go immediately to Virginia Woolf. Virginia Woolf, who is the pioneer, one of the pioneers of British modernist literature. She is also known for the introduction of the stream of consciousness technique, okay? And she's one of my best favorite authors. I keep teaching her to my students each time. Virginia Woolf wrote Mrs. Dalloway in 1924, and she set it in London. And Virginia Woolf, she's now called a feminist. In her time, there was no such thing as feminism. You know that feminism is something that came after the movements of emancipation. But she set the pillars for feminism, meaning in her time. And especially, I teach Kew Gardens, one of her famous, short stories, Kew Gardens, written in 1917, where we have a reflection of the author's own private sufferings during a time where she was belonging to an aristocratic family, but deprived of learning in schools, being taught at home, but undergoing all kinds of sufferings and pain, okay, and raped, even harassed by her own brothers, okay, and undergoing serious moments of despair and depression till the extent that she promised to commit suicide if the Second World War touches some of her property and possessions together with her husband. Yes, some accuse her of some lesbianism, but I have no certainty about that. And she committed suicide at the age of 59, I think in 1941. In Kew Gardens, with the Virginia Woolf, we have the introduction of gardens. This is the Jardin Botanique, botanic gardens that exist really in London. We have Kew Gardens where people are queuing to have access to that garden, but queuing in different social structure, family structure, in typical family models, parents and kids, then in couples of men, couples of women, and by lonely people, with all what that implies about her inner impressions, inner worries. What does she want to say about British society of that time? Why does she choose gardens, something romantic, something beautiful, where to introduce her characters and where to express herself about her own British society? I move immediately to American literature. If you allow me. No, before I move to American literature, I have to mention a dramatist, a playwright who is Harold Pinter. Harold Pinter, who wrote The Caretaker, a very famous play in 1959, and he incarnates the theater of the absurd philosophy, the philosophy of the absurd that we know is rooted in existentialism. Okay, and Harold Pinter wrote it, as you see, after the Second World War, and it is set also in London. The play is set in London. The caretaker is the old Davis, who is employed as a caretaker by two British brothers. One is an engineer, but one is someone who is mentally destroyed. The other brother, their name is, I think, Austin and Mick. And Davis is a Jew. And you know what the Jewish people underwent during the Second World War. And Harold Pinter
exposes that the cause of the Jewish people, okay, their lack of identity and all what they suffered during the Second War under the dictator, meaning Hitler, okay, the fascist, meaning dictator Hitler, and the whole play reflects motifs, symbols of loss, deterioration, alienation, schizophrenia, loss of identity. Because for me, schizophrenia, I'm sorry to say it, is a loss of identity. I admire people who have that one strong identity, more than a multiplicity of identities. Though we would maybe pretend that this reflects some richness, okay, of some linguistic richness, but for me, I see that it's that multiplicity of identity is a form of loss that we have. And I recall now Professor Rahma Bourqiya, who was one of the deans and one ex-president of this nice university, who, when speaking once, she was asked about the situation of Morocco, and she said that it's like the tree, as our colleague Mrs. So said, that she said that Morocco was like a tree, having roots in Africa, but having many branches, having that opening on Europe. And she called it schizophrenia. This is an aspect of schizophrenia, but schizophrenia remains something pathological, something for me problematic at this level. When I go to the American literature, I will go immediately to Tennessee Williams. Tennessee Williams, who wrote A Streetcar Named Desire in 1947. This is during the period of it's a post-war play. In 1947, he wrote this A Streetcar Named Desire, once again translated in many languages and interpreted many times by our Egyptian friends as Le Désir, Raghba. Okay. And you may find various videos on these. The Streetcar Named Desire is again set in New Orleans in the United States, and it incarnates again that prevailing atmosphere of loss, of waste, of alienation again in American society, and this is all incarnated in that woman character who is Blanche-Neige, and it ends up by a suicide again, by a tragic. Most of these works where we have that problem of identity, that schizophrenia, have some sad tragic endings that are sometimes suicide, sometimes something criminal. Okay. Other authors, or like, for example, Archer Miller, who wrote The Crucible, a very famous play in 1953, and in this Crucible again, the Crucible is where we have that melting pot of different minerals, meaning very, very luxurious one with less luxurious ones, and he incarnates again that which chasing of witchcrafts, okay, which has ideological and political implications about the American society, about America chasing communism, socialism, etc. Yes, Synge, the playboy of the Western world. The playboy of the Western world, again written in 1907 and set in Dublin again, the Irish capital, major city, is a very nice play that I invite you to discover once again. And in it, we have again these motifs, these values of loss, of alienation, okay, which are very well incarnated. To recapitulate, I would say that literature is, you know that we have this aspect in our Department of English Studies of receiving students with scientific baccalaureate, okay? And we have this problem
people who've been very excellent in scientific branches and who've chosen to access our department. And when we ask them why, because this is really a problem, not anybody who is scientific may become easily literary. So they need a lot of coaching, a lot of orientation. But when you ask them this following question, they answer you, literature is better than science. That we like science. We've been scientific just to satisfy our parents, because it was our parents' will. But now that we have the choice, we've chosen to go within literature because we want to interpret, we want to go into the infinite. And in fact, literature is the field of the infinite. It is endless. I do it with, and Mrs. Mjdoubi teaches, we are teaching similar courses sometimes, and we feel that whatever we do in any course, it's never enough. It is never finite. It remains open and infinite. Thank you for your attention. I'm all ears if you have questions. Merci profondément, professeur Jelina Saberi, pour cette belle contribution. Professeur Saberi a commencé par poser les jalons de son approche méthodologique. Elle a donc utilisé l'approche littéraire et l'approche historique et a bien souligné qu'elle privilégie les formalistes russes. Donc le professeur Saberi a démontré dans son analyse que la ville est utilisée dans la littérature anglophone, moderniste, comme un prétexte, comme une métaphore pour instrumentaliser cet espace urbain qui devient un symbole, un motif et un leitmotiv. L'espace est aussi un système de valeurs, dit-elle, un marqueur identitaire et un lieu de transition qui établit un pont de la campagne vers la ville, mais ce pont n'est hélas pas voué à durer. Professeur Saberi a cité plusieurs romans qui vont de Charles Dickens, Virginia Woolf, qu'elle a nommé comme son écrivain préféré, James Joyce. Elle a aussi cité l'Irlandais Synge. Et avant de voyager, elle aussi, vers le monde dramatique, le monde de la scène, le monde du théâtre que je chéris tant, avec Harold Pinter, la figure de proue de l'absurde, de la philosophie de l'absurde qui, comme elle a dit, comme elle a bien souligné, est ancrée dans la philosophie existentialiste. Donc le corpus narratif et dramatique choisi par professeur Saberi met en scène le contexte d'industrialisation avec tous les problèmes que ce processus a induit, notamment la déchéance du cadre champêtre au profit du ciment et des machines. Et là aussi, dans l'analyse de professeur Saberi, il devient clair que les espérances des personnages sont ruinées par ce miroir d'Agouette qu'est la ville et leurs rêves sont éteints. Voilà, avant de clore, j'aimerais aussi, j'ai fait une omission par rapport à la littérature américaine, parce que jusque-là, je n'ai cité que la littérature européenne. Donc, elle a aussi fait le tour de la littérature anglophone en citant l'écrivain américain Tennessee Williams. Tennessee Williams, elle a analysé son œuvre maîtresse, A Streetcar Named Desire, un tramway nommé Désir, dans lequel donc la protagoniste Blanche Dubois finira par devenir littéralement insane, folle,
folle, parce que le traumatisme de la ville et de ce qu'incarne la ville pour elle, elle vient du Mississippi, du sud des États-Unis, et la ville d'Orléans va littéralement déstructurer son moi jusqu'à la faire sombrer dans la folie la plus tragique. Voilà pour ce qui est de la contribution du professeur Sibéry, en la remerciant. Et nous ouvrons donc la porte du débat. Je vous donne la parole, chers auditeurs. Avant ça, j'aimerais bien remercier Madame Jdoubi pour sa belle traduction. Elle a même complété the blanks. I've left blanks and she's completed them. Thank you very much. You're welcome. You're welcome, Professor Sibéry. Thank you very much. شكرا سيدة رئيسة. أريد أن أنوه بكل هذه المداخلات، فهي الحقيقة أفادت كثيرا لأنها غنية جدا بمرجعيات متعددة. سيبك الميكرو، خليها هابط ما تهزوش. هذا وهذا نوع حاجة راقدة. قل لي يجي الميكرو، قل لي يجي. وهذا نوع من التخصيب اللغوي، لأن المدينة قدمت لنا من زاوية روائية مغربية أدبية، أيضا المدينة قدمت لنا من زاوية شعرية أندلسية، المدينة قدمت إلينا أيضا من زاوية مغاربية، قدمت إلينا من زاوية أنغلوفونية أمريكية إلى غير ذلك، وبتعددية لغوية، وهذا دليل على ونوعية هذه الندوات. وفي أمس حال مثل هذه الندوات أولا لكي نطور أفكارنا، لكي نطور تخصيبنا وعلاقاتنا بهذه المرجعيات التي أنها ستنفعنا فيما نكتب، فيما نقدم للطلبة. حتى أريد أن أتفاعل مع لأن الله كان من الأيقونات اليومية المغربية. اشتغل عمر أحمد على مدينة الدار البيضاء وقدمها لنا في تلك المقاربة، وقدم لنا الدار البيضاء كمدينة جافة، المدينة القبر، المدينة لا إحساس، المدينة العنف، المدينة لا حلول، المدينة لا رغبة. في المقارنة الحلول، اجتماع، ذات، حرية إلى غيره. حتى كانت جميلة جدا. بالمناسبة لك صوت جميل ملحن، لا أدري هل جربت الغناء أم لا، فصوتك طروب جدا. أختم بأن هذه المدينة بقدر ما هي تحضر حتى في السينما عنيفة، تحضر في السينما بأنها غول تمتص البلوي الآتي بها، لكن هي في العمق أيضا جذابة. قبل أن تصل بها اليوم كانت ترعبني، كانت تخيفني، لكنني مؤخرا اكتشفت فيها حلما آخر، جالية أخرى، دهاليز جميلة جدا، وبدأت عنها مجموعة من نشرتها عن هذه المدينة. لهذا بقدر ما هي عنيفة وقبيحة، بقدر ما هي تجذبنا وتمارس علينا السلطة، فهي عفريتة هذه. Donc, juste pour résumer sommairement ce que le professeur Hamid vient de dire, la ville est un espace fascinant par son ambiguïté. Cet espace nous effraie et nous attire à la fois.
cet espace est aussi un roule, comme il dit, un monstre qui engloutit des personnages qui ne sont pas préparés physiquement et mentalement à cet espace. Voilà, merci. Oui, il y a Madame So qui vient de... Et puis, Madame So, et puis vous, Monsieur Hureau. D'accord. Oui, merci beaucoup, chère présidente. Moi, je voudrais particulièrement remercier tous les présentateurs et m'adresser surtout à Jalila, que je remercie aussi d'avoir mis en rapport l'approche littéraire et l'approche historique. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, il y a même un écrivain qui a écrit, le monde est vieux mais l'avenir sort du passé. Donc à chaque fois qu'on parle de l'histoire, quand même pour expliquer certains faits littéraires, c'est toujours très bien. Mais je voudrais revenir sur la notion d'identité dont vous avez parlé, surtout pour ce qui est des deux nouvelles, parce que vous semblez avoir dit que, en fait, le fait de quitter le village, le monde rural, pour aller en ville, c'est pratiquement, ça crée comme une perte d'identité. Cette schizophrénie-là, c'est-à-dire le fait d'être partagé entre le rural à la ville, et vous l'avez présenté comme étant une perte d'identité. Maintenant, la question que je pose, c'est est-ce que cette perte d'identité-là même n'est pas une nouvelle identité? Est-ce que ce n'est pas une restructuration de l'identité ou une reconstruction mentale de l'identité? Voilà ma question. Merci. Merci beaucoup. Du coup, c'est parfait parce que j'ai deux questions, mais une de mes questions va rejoindre directement en fait, la tienne. Déjà, merci beaucoup pour les interventions. Alors, je vais me concentrer plutôt sur celles où j'ai pu saisir toute la substance, on va dire, en français et en anglais. Donc, j'aurais une question pour chacune d'entre vous. La première, c'est concernant les romans marocains francophones. Vous êtes revenu sur l'héritage du roman français, très juste titre, raison, je pense. Hein. Le modèle, c'est Illusion perdue, d'ailleurs, de Balzac, le passage de la province vers la ville où ça détruit complètement le personnage principal du centre de l'entrée. Chez Balzac, ou chez Zola, ou chez Flaubert, chez tous ces auteurs réalistes, l'écriture, elle est toujours à la troisième personne. Et dans les romans que vous avez cités, si j'ai bien compris, c'est une écriture à la première personne du singulier. C'est comme une autofiction, même une autobiographie. C'était les deux. Et du coup, ma question, c'est quel est l'apport de la première personne dans cette écriture du déracinement de la identité? La question, je la pose parce que le premier auteur à ma connaissance française qui met en lien la subjectivité avec ce passage de la ruralité à la ville, c'est un auteur qui s'appelle Maurice Barrès, qui est un nationaliste fasciste, on va dire, avant l'heure. Et bon, j'imagine que c'est pas du tout la même chose, mais voilà, c'est juste pour savoir un peu quel est le rôle de la subjectivité dans cette question. Dans cette question dans le roman. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, beaucoup plus rapide, et merci beaucoup. Le panorama anglais est juste toujours rapide en entendant parler de Pierre Généraux, que j'adore aussi, et de James Joyce. Là, c'est une question beaucoup plus simple, en tout cas rapide. Je vais me poser la question suivante. Quel est le rôle de la physionomie de la ville dans la construction du motif de la cité? Parce que Londres au XIXe siècle, Dublin au début du XXe, et on aurait pu citer New York par exemple, de Fitzgerald, la Nouvelle-Orléans, pas du tout le même genre de ville de façon. Les villes ne se ressemblent pas. En tout cas, les villes américaines et les villes anglaises ne se ressemblent pas. Les villes anglaises ont une construction historique ancienne, avec une structure circulaire comme les villes françaises par exemple, alors que les villes américaines sont orthogonales et avec des grands immeubles. Voilà, ma question c'était est-ce que la physionomie de la ville va jouer sur la construction du motif littéraire? La construction du motif littéraire. Ah, du motif littéraire, merci. Merci beaucoup, Monsieur Hureau. Donc, je vais me contenter de ces deux questions, parce que visiblement, nous avons empiété sur la séance scientifique qui devrait commencer là maintenant. Mais exceptionnellement, je vous donne la parole. Hein? Oui, je vais donner donc la parole à mes chers professeurs pour répondre. Et exceptionnellement à M. Dhami
بالكيران. Non, non, vous êtes au centre. Vous êtes au centre, monsieur Tani. Vous aurez la parole. Voilà. Merci. Donc, pour répondre à votre question, je commencerai tout d'abord par rappeler que souvent dans la littérature maghrébine, c'est cette littérature, cette fiction surtout, qui met la lumière sur les us, les coutumes, les traditions. C'est pour transposer le vécu d'une société. Donc dans les deux formes romanesques, surtout dans le premier, le roman différent, les personnages, plutôt le pronom personnel, il était à la fois le jeu et le il. Et ce qui fait qu'on voyait aussi la présence de l'auteur, une part de l'auteur dans le texte. Et ça a été aussi le narrateur qui portait la voix, bien évidemment, du protagoniste. Pour l'auteur ici, moi je vois que souvent, quand on parle dans la littérature maghrébine d'expression française, l'auteur est cette personne qui bouge dans la société avec une loupe dans la main pour transposer toutes les réalités telles qu'ils sont, et peut-être des fois, il essaie de le faire fidèlement. Donc, c'était ma réponse à votre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole. Merci beaucoup, professeur Yaroubi. À vous, madame. Je vous remercie pour vos questions, votre feedback. J'apprécie beaucoup. J'essaierai de réagir en français tant que possible. Je commencerai par notre collègue Dr oui, qui a posé la question sur ce mouvement de la campagne du monde rural vers le monde urbain, s'il ne serait pas positif, plutôt que négatif. Même c'est une schizophrénie peut-être, c'est une schizophrénie qui est positive plus que négative. Je dirais même qu'on ne peut pas gagner sans perdre. On perd quelque chose dans notre identité pour en gagner d'autres aspects. Mais pour faire un bâtiment, il faut creuser dans le sol pour avoir les piliers, afin que le bâtiment soit bien solide et bien basé. Donc il y a cette contradiction dans ce qu'on dit. Donc même cette schizophrénie dans l'identité de certains pays africains, dans tous les pays qui ont été touchés par le colonialisme, il y en a qui disent que ça a été un peu bénéfique pour certaines nations, certains pays, certains continents. Il y en a qui sont un peu contre. Du moment que vous commencez à parler ça, ils vous accusent d'être colonialiste et impérialiste dans votre esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est, comme j'ai dit, on ne peut pas être au moulin et au magasin. Ou bien on tient à notre identité d'origine, on accepte les failles, on accepte tous les manques qu'on a, toutes les incohérences. Sinon, on peut rêver comme on l'a tous fait. Par le fait que nous tous, on parle des langues étrangères, on enseigne des cultures étrangères, ça pose un problème. Moi, je reviendrai vers des exemples qu'on a eus dans nos classes, dans les contextes pédagogiques. Parfois, on a eu affaire à des étudiants qui se sentaient aliénés, qu'ils sont là, ils atterrissent dans ces départements, on commence à leur enseigner des chefs-d'œuvre, de la littérature américaine, anglaise et autres, sans les préparer. Ça, c'est les grandes cultures. Il faut quand même qu'il y ait une petite transition entre les deux. Donc, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui finissent dans des blackouts, dans des dépressions quand même, parce que découvrir le luxe, la vie luxueuse dans laquelle l'autre vit, c'est pas facile pour les gens qui souffrent dans leur propre pays. Il y a pas mal de choses qui manquent, mais I go back to vicarious life, vicarious experiences. Donc ça, on partage l'expérience de l'autre à travers la littérature, à travers les études, et ça serait mieux si les gens ont cette mobilité d'aller directement vers l'autre, découvrir des choses, emprunter même, et même adopter certaines choses. Donc c'est vraiment très compliqué, c'est problématique comme question, je vois. Je finirai par la question de notre collègue. Pardon. Voilà.
Il m'a posé la question sur l'impact de la physionomie sur les motifs littéraires. Oui, oui, vous avez raison. Je crois que l'approche elle est impressionniste. Là, on est dans ce processus de projection et introjection avec l'espace, entre l'auteur, entre l'humain, entre l'individu et l'espace. On projette des émotions, des sensations, des dépressions, des échecs sur l'extérieur, sur la nature, sur l'espace, sur les vies, et on s'en inspire aussi. Donc il y a cet aspect d'introjection et de projection. Il y a des choses qu'on peut emprunter de l'extérieur. Par exemple, moi, quand ça m'arrive, quand je vais dans les grandes villes, les grandes capitales du monde, je vis une joie qui n'est pas la mienne. Ce n'est pas mon espace, ce n'est pas mes pays. Mais je vis un grand plaisir là. Une fois je suis de retour vers mon origine, vers ma réalité. Parfois c'est le choc. Une fois que l'avion arrive là, vous voyez le continent africain, c'est un peu compliqué. Donc vous quittez un monde que vous avez admiré, un monde idéal. It was utopian, ideal, and then you're back in your own reality. So all this, tout ça reflète cette problématique de l'identité, dans cette relation entre l'humain et la cité. Pour l'architecture, on enseigne, il y a une matière dans le département qui est Media Studies, Introduction to Media Culture and Media Studies. On enseigne les médias, moi et professeur Mjdoubi et d'autres collègues. Et on introduit, là, quand on parle des arts, il y a les arts plastiques, mais il y a l'architecture. Maintenant, l'architecture, elle est classée parmi les arts majeurs de l'époque contemporaine. Donc c'est vraiment, c'est des grandes problématiques, de grandes questions qu'on ne pourrait pas analyser dans des rencontres comme ça, mais qui pourraient être des projets de doctorat, d'études bien avancées. Merci. Merci à vous, professeur Frédéric. Professeur Yacoubi vient de s'excuser, elle a une urgence. Et je donne donc la parole immédiatement à professeur Jamie Benguiran. Merci. Alors, mon intervention intervient sur la communication de Mme Mina. Ce n'est pas une question sur vous, c'est un point d'ordre général. Votre communication, votre prestation était vraiment délicieuse. Diffuse, très délicieux, on voit au domaine culinaire, parce que nous avons peut-être déjà un peu faim. Moi, ce qui me dérange personnellement, c'est la tendance à mythifier et à sacraliser cette période de vie. Et ça, c'est le discours ambiant. D'accord? Quelle est notre position vis-à-vis de la période de deux enclaves du nord du Maroc actuellement? Quelle est notre présence vis-à-vis de la présence française au Maghreb? Bien sûr, nous ne pouvons que dénoncer les colonialismes. La présence arabo-berbère en Espagne était le résultat d'une invasion militaire sanguinaire qui s'était dans l'avion. Il ne faut jamais oublier. Dans cette perspective, la reconquista chrétienne est une guerre de libération qu'il faut saluer. Comme toute autre libération, quelle que soit son origine, sa religion, etc. Et dans cette perspective, on se retrouve voir les choses autrement. Au lieu de continuer à pleurer sur notre Andalousie et sur notre paradis perdu. Il y a un livre spécial de Fantala, qui est une publication d'une institution arabe, qui porte le titre « Pour en finir avec toutes les Andalousies ». Pour en finir avec toutes les Andalousies dans la perspective où nous avons tendance à placer notre âge d'or au passé, d'or, du verbe dormir. Il faudrait soit devant nous. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Jamie Benguiran, pour cette sagesse. À mon tour, je finirai sur cette phrase. Il y a un adage qu'on attribue à Einstein, je ne sais pas si c'est Einstein qui l'a dit ou pas. En tous les cas, du chaos naissent les étoiles. Le passé et le passé
il devient une loi au sens irréversible du terme. Donc, M. Thani Belkhiran a raison de dire qu'il ne faut pas s'arrêter sur les ruines et pleurer notre destin auquel nous avons contribué. Plutôt, cherchons le miel dans les plus amères des fleurs. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Et à 14h30, donc nous reprendrons les travaux de notre colloque en vous remerciant